RCF. Ma grand-mère est enfermée dans une boîte de chicorée. Quand la boîte s'ouvrira, ma grand-mère sortira. Bonjour à tous, nous voilà revenus dans le temps des grands-parents. Au moment où nos députés étudient les préconisations du rapport Claes-Leonetti en lien avec la loi Leonetti d'avril 2005, il nous a semblé judicieux de faire appel à la fondatrice d'une association Détente Arc-en-Ciel, association de bénévoles d'accompagnement des malades en fin de vie et de leurs familles. Annick Ozou est avec nous. Bonjour Annick. Bonjour. Elle a bien voulu venir à notre micro malgré un emploi du temps très chargé. Elle est venue nous expliquer ce qu'il y a dans ce rapport. Et pour démarrer, est-ce que vous faites partie du corps médical? Est-ce que pour vous occuper des gens en fin de vie? Alors non, je ne suis ni médecin, ni infirmière, ni psychologue. Je suis bénévole en accompagnement des malades en fin de vie depuis 20 ans. Donc avec une expérience importante, avec un diplôme universitaire de soins palliatifs, des formations annuelles régulières, etc. Je fais des formations aussi aux bénévoles d'accompagnement de fin de vie, je les forme, et puis je fais des formations aussi aux soignants. Et vous écrivez des livres sur le sujet. Et voilà, j'ai écrit un livre en 2004 préfacé par le professeur Régis Aubry, qui est le président de l'Observatoire de la fin de vie en France. Et j'ai un deuxième livre là qui va sortir, Le temps de vivre, qui sera aussi préfacé par le professeur Régis Aubry pour février. Nous reparlerons de tout Oui. cela la semaine prochaine où vous pourrez nous présenter plus précisément votre association. Aujourd'hui, notre sujet, c'est donc ce rapport Claes-Leonetti. La première question qui vient à l'esprit, c'est en quoi la loi Leonetti n'était-elle pas suffisante pour répondre aux besoins des malades en fin de vie? Alors, la loi Leonetti d'avril 2005, on a pu constater, surtout avec le Tour de France du professeur Sicard en décembre 2012, que cette loi était très peu connue. Donc, pas connue, pas appliquée ou mal appliquée. Donc, hélas, malgré cette loi, on a encore beaucoup de malades qui meurent en fin de vie, qui sont extrêmement douloureux. Donc, j'espère que ce rapport de ces deux parlementaires vont pouvoir peut-être améliorer la prise en charge de la douleur et de la fin de la vie. Alors, cette loi Leonetti nous parlait de directive anticipée. Pourquoi est-ce que cette directive anticipée est mal appliquée ? Alors, les directives anticipées, du fait de cette loi qui n'est pas connue, évidemment, il y a très peu de directives anticipées qui sont remplies et signées. Au niveau national, on a seulement 2% de Français qui ont rempli leurs directives anticipées. Quand on compare avec l'Allemagne, ils sont à 10%. Donc, ce rapport préconise que peut-être ces directives anticipées pourraient être incluses dans la carte vitale. Et à ce moment-là, ce serait déjà le fait de les inclure dans la carte vitale. Peut-être qu'on parlerait davantage de ce que c'est que les directives anticipées. Et elles seraient peut-être, on peut l'espérer, mieux appliquées. C'est uniquement le public qui ne connaît pas cette possibilité de directive anticipée de fin de vie? Alors, je me réfère à nouveau au professeur Sicard et à son rapport de 2012. Il a été observé que les soignants aussi, les médecins aussi, n'ont pas une connaissance suffisamment profonde de cette loi Leonetti et donc des directives anticipées. C'est vrai que parler de la fin de vie, quand ça nous concerne, c'est toujours un peu compliqué. Et vous-même, avez-vous rédigé votre papier de directive anticipée? Alors, j'ai rempli mes directives anticipées. Il n'existe pas de modèle actuellement au niveau national, mais je me suis référée aux directives anticipées que le docteur Vincent Morel, le président de l'ASFAP, c'est la Société française en accompagnement de soins palliatifs, qui nous avait envoyé un modèle un petit peu en tout cas un départ de directives anticipées. Donc j'ai pris modèle sur le départ de ces directives anticipées. À la suite de ça, j'ai écrit des choses vraiment me concernant et j'ai envoyé ces directives anticipées par mail à mon médecin traitant, à mon mari et à mon fils.
Y a-t-il un âge pour rédiger ces directives anticipées? Non, il faut le faire le plus vite possible. À tout âge, on meurt, un accident de la route, un AVC, etc. Donc je pense que c'est un débat vraiment important au niveau de la société. Parlons de nos directives, parlons de la sédation, parlons de la loi Leonetti, pour que la mort dans notre société soit peut-être un petit peu moins tabou. Alors, justement, nous allons arriver à ce rapport. Alors, quels sont les principaux sujets qu'aborde ce rapport et en quoi est-ce une avancée par rapport à la loi Leonetti? Alors, les deux parlementaires se prononcent en faveur d'une sédation profonde et continue. La sédation existait déjà dans la loi Leonetti. Alors, je vais vous arrêter. La sédation, ça signifie quoi? Alors, la sédation, c'est le médecin, en collaboration avec son équipe. Hein, c'est toujours des décisions collégiales. Ça ne se fait jamais tout seul, un médecin tout seul dans son coin. Et donc, il décide d'administrer de puissants sédatifs à la personne. Et la personne, à ce moment-là, elle est dans un coma profond, thérapeutique, où elle ne souffre plus. Et par rapport à cette sédation, et ce qui est écrit dans la loi Leonetti de 2005, le premier effet, c'est supprimer et en tout cas soulager la douleur de la personne. Ça, c'est la première intention que le médecin a, c'est que la personne ne souffre plus. Et le deuxième effet, c'est que la personne meurt. Mais c'est pas du tout l'intention de donner la mort. Et le mot intention, il est hyper important dans cette loi Leonetti. L'intention, c'est de soulager la douleur à une personne, mais qui peut malheureusement peut-être lui apporter la mort. Oui, donc la sédation, ça n'a rien à voir avec un suicide assisté, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie. Alors, le suicide assisté, c'est une chose. Le suicide assisté, c'est une personne qui décide de prendre un cocktail pour mourir. C'est elle-même, d'ailleurs, ça se fait en Suisse, hein, il y a deux associations en Suisse, ils accueillent la personne et c'est elle-même la personne qui va boire la potion. On sait qu'un quart d'heure après, la personne sera décédée, mais c'est son choix. Ça, ce sont le suicide assisté. L'euthanasie, ce qu'on fait en Belgique, c'est complètement différent. C'est un médecin en lien, j'espère, avec la famille et le patient, qui va décider que c'est le moment de, on va dire, tuer, puisqu'en France c'est un délit. J'ai entendu des médecins belges qui se sentaient comme des meurtriers et qui étaient autorisés par la loi. Donc ce que je dis, je sais que c'est très fort, ça peut être extrêmement provoquant, mais c'est une réalité. L'euthanasie, c'est en Belgique, le suicide assisté, c'est en Suisse, et en France, c'est la loi Leonetti. Et dans les directives anticipées, on ne peut pas parler de ce qu'on vient de dire. De demander l'euthanasie, c'est rejeté. Bon, alors si nous revenons à la sédation, vous aviez dit profonde et continue. En quoi est-ce différent la sédation profonde et la sédation profonde et continue? Vous m'aviez donné l'exemple de quelqu'un qu'on met dans le coma artificiel. On arrête un petit peu les... Oui, c'est vrai que c'est l'observation que j'ai pu avoir depuis mes 20 ans d'accompagnement de malades en fin de vie. Une personne qui est extrêmement douloureuse, elle est plongée dans un coma thérapeutique grâce à la sédation. Et puis, cette personne, je sais pas, l'après-midi, elle reçoit des amis de la famille. Donc, le médecin va décider de réduire la sédation. Donc, la personne va retrouver sa conscience. Elle pourra échanger avec sa famille, ses amis, les douleurs reviendront, le médecin remettra la sédation pour à nouveau soulager la personne de ses douleurs. Et ça, on peut l'écrire dans les directives anticipées. Tout à fait. Alors, vous me disiez, quelle est l'autre chose importante Alors, juste pour revenir sur la sédation profonde et continue qui est écrite dans le rapport de ces deux parlementaires, c'est bien précisé, c'est jusqu'au décès pour des patients en phase terminale qui en feraient la demande. C'est important, ça c'est une notion importante, c'est quand même en lien avec le malade. Le médecin ne va pas imposer une sédation profonde et continue sans en référer au malade, à sa famille, etc. Et si le malade est dans le coma et qu'il a eu des directives anticipées, là, ça va s'appliquer obligatoirement au médecin, ça va s'imposer au médecin. Alors ça, c'est écrit dans le rapport. Enfin, ils espèrent dans le rapport que les directives anticipées qui étaient indiquées dans la loi Leonetti, qu'aujourd'hui, ces directives anticipées s'imposent aux médecins. Mais pour l'instant, ça ne s'impose pas encore aux médecins. Vraisemblablement, apparemment non. Et puis aujourd'hui, les directives anticipées ont une durée de vie limitée. Oui, elles sont valables 3 ans. Et on peut espérer que, alors toujours dans la préconisation de monsieur Leonetti et Claes, que les directives anticipées seraient incluses dans la carte vitale.
Et donc, à ce moment-là, pour les inclure dans la carte vitale, évidemment, il faut que ça vienne du ministère de la Santé, de la CNAM, enfin, avec ça, des hautes instances. Oui, on n'y est pas encore, là, pour que ça soit parce qu'il y a déjà assez de choses, entre guillemets, dans la truc. Alors, si l'on arrive... pour vous, quel est le pas de plus quel est l'autre point important qu'il vous semble nécessaire de reporter à nos auditeurs au sujet de ce rapport ? C'est par rapport à ces directives anticipées qui s'imposent aux médecins. Je dirais que on parle du droit du malade du 4 mars 2002 et ce droit s'impose davantage du fait que le médecin devra tenir compte des directives anticipées. Donc, dès qu'il s'agit que le droit du malade soit mis en application et qu'on écoute le malade, moi je suis pour à 100%. C'est le malade qui sait de ce qu'il veut ou pas pour lui, en ce qui concerne sa propre fin de vie. Et dans les fins de vie que vous accompagnez actuellement, les gens ont-ils rédigé leur demande de fin de vie, leur consigne anticipée ? Non, j'ai demandé aux établissements sur lesquels on intervient sur la Seine-Maritime et il y a très peu de malades qui ont rempli leurs directives anticipées. Il faudrait presque à l'accueil des malades qui est, je sais pas, une psychologue, une infirmière, un médecin qui explique un petit peu et qui accompagne le malade à écrire ses directives anticipées, à désigner une personne de confiance parce que les deux sont quand même assez intimement liés. Donc il y a un gros travail à faire, à remonter. Oui, ça semble difficile quand on arrive dans un établissement hospitalier que les personnels médicaux vous demande, avez-vous rédigé vos directives anticipées ? Déjà, quand on vous demande dans le questionnaire que vous avez à remplir, on vous demande un numéro de téléphone de quelqu'un de proche qui doit prendre les décisions pour vous si vous n'êtes pas en état de prendre les décisions, ça fait déjà un choc. Alors, si en plus on parle de directives anticipées, ça fait un deuxième choc. Mais ça montre bien que l'accompagnement de fin de vie en France et la mort, tout simplement, est très tabou dans notre société. On ne parle pas de la fin de vie, de la mort. On ne parle pas comme si qu'on était dans une société où on était éternel, en fait, c'est le fantasme d'éternité. N'empêche que la fin de vie, on meurt à tous les âges et il vaut peut-être mieux en parler, même dès l'école, échanger avec les enfants. On a un modèle en Angleterre pour ça, où les enfants sont, par exemple, à Saint-Christopher Hospice à Londres, où j'ai emmené les bénévoles en octobre 2012 au congrès francophone. Les enfants sont complètement intégrés, posent des questions très candides aux patients. Pourquoi t'as perdu tes cheveux? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu as peur de mourir? Et les patients répondent aux questions très candides, des réponses très sincères et très vraies. Et à ce moment-là, cet enfant qui aura eu l'occasion, le loisir de pouvoir poser ces questions, va le faire maturer intérieurement et quand il sera adulte, il abordera aussi ses propres fins de vie, ou la sienne ou celle de ses proches d'une autre manière. Donc on peut déjà dire aux familles qui ont quelqu'un qui est en fin de vie, ne coupez pas les enfants, ne coupez pas le contact des enfants avec cette personne, parce que plus vous pensez les protéger, mais vous faites pire. Oui. Tout à fait, parce que quand on éloigne, on exclut un enfant, on ne lui fait pas confiance, alors que l'enfant, il est capable de tout comprendre, vraiment tout comprendre. Je dirais même depuis sa naissance, et quand je dis ça, c'est vraiment une histoire tout à fait personnelle que j'ai eue dans ma vie quand j'avais 30 ans. Mon fils a 5 mois, je lui ai annoncé que son papa était décédé, j'ai pas attendu qu'il ait 15 ans pour lui en parler. Et il a tout de suite intégré. Donc mon histoire personnelle fait que je suis aussi militante dans ce côté-là. Ne laissons pas les enfants de côté, ils sont capables de tout comprendre et intégrons-les. On pleure avec eux et tout doucement le deuil sera fait avec eux, etc., etc. Et ça, c'est fort pour moi aussi, ça. C'est un autre sujet, mais c'est fort aussi dépassons le tabou de la mort dans notre société et parlons-en autour de nous facilement. C'est triste de mourir, mais si on en parle, peut-être que nos deuils seront facilités et on pourra dire à la personne, je t'accompagne jusqu'au bout, qu'est-ce que tu as besoin, je t'apporte tout ce que tu as besoin, etc., etc. On est en lien véritable. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup pour ce sujet qui nous tient à cœur, que nous allons pouvoir reprendre la semaine prochaine, quand vous nous parlerez de votre association des Tentes Arc-en-Ciel. Donc, la semaine prochaine, nous vous retrouvons. Donc, merci Annie Cauzou. Merci à vous de votre invitation et c'est quelque chose qui me touche énormément. Merci à vous. Ma grand-mère est enfermée
dans une boîte de chicorée. Quand la boîte s'ouvrira, ma grand-mère sortira.